Le chanteur et député ougandais Bobi Wine a été libéré sous caution ce lundi. Il est resté en détention pendant 2 semaines. Réforme agraire en Afrique du Sud, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères réagit suite aux critiques de Donald Trump. Puis limitation des naissances en Chine, Pékin tente de renverser la tendance après 4 décennies de planning familial drastique. Voilà, c'était là le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En Ouganda, le chanteur et député Bobi Wine, inculpé pour trahison, a été libéré ce lundi sous caution par un tribunal du nord du pays. Sa libération survient après 2 semaines de détention. Reportage. Bobi Wine sort de prison après 2 semaines de détention. Inculpé de trahison, le député ougandais a été libéré sous caution par un tribunal du nord du pays. De son vrai nom Robert Kyagulanyi, le chanteur avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d'un incident à Arua, dans le nord du pays, au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Outre Bobi Wine, le juge a également accordé la libération sous caution à certains de ses co-accusés, dont 2 députés de l'opposition. Je pense que le monde entier se rejoint pour condamner ce qui s'est passé. Et donc, le fait que l'État ne s'est pas opposé à la demande de mise en liberté sous caution est un soulagement. Au cours de sa comparution, ces dernières semaines, Robert Kyagulanyi a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention. Des accusations rejetées par les autorités ougandaises. Une centaine de musiciens, artistes et hommes politiques ont dénoncé dans une lettre ouverte le traitement qui lui a été infligé. Peu après l'audience, le chanteur ougandais a été vu dans une ambulance garée devant le tribunal. Les accusés devront à nouveau comparaître le 30 août. Robert Kyagulanyi s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Yoweri Museveni depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017. Sa détention a déclenché des manifestations, notamment dans la capitale Kampala. Celles-ci ont été violemment réprimées à coups de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles. Au Bénin, au cours d'un point de presse animé ce lundi à son siège, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a présenté la situation des déclarations de biens au niveau des institutions. À travers cette sortie, il apparaît que certains membres d'institutions n'ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine. Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, a lancé un ultimatum. On l'écoute. Tous les membres des institutions constitutionnelles et légales qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine à leur entrée en fonction sont priés de le faire au plus tard le 17 septembre 2018. Passé ce délai, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption va saisir le président de la Cour suprême pour la mise en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Tous les membres des institutions de la République qui ont cessé leur fonction depuis la mise en œuvre, la mise en vigueur de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption sont priés de faire leur déclaration de patrimoine à la cessation de fonction au plus tard le 17 septembre 2018. Faute de quoi, il sera demandé au président de la Cour suprême de prendre les mesures appropriées à leur encontre. À partir du 17 septembre 2018, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption rendra compte des autres assujettis à la déclaration de patrimoine dont la liste figure aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret que je vous ai lu tout à l'heure.
L'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Hadj Al-Mouneh, et 2 civils ont été tués dans une opération de l'armée française dimanche dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali. L'annonce a été faite ce lundi à Paris par l'état-major français. Les précisions. L'opération déclenchée dans la nuit de dimanche à lundi a consisté en une frappe aérienne par 2 avions Mirage 2000 sur la position du groupe djihadiste, suivie d'une action au sol pour saisir la position. Les commandos déployés au sol ont constaté la mort de Mohamed Hadj Al-Mouneh et d'un membre de sa garde rapprochée selon un communiqué. Il s'agit d'un des lieutenants du chef de l'EIGS dans le secteur de Ménaka, frontalier avec le Niger, a précisé le porte-parole de l'état-major. Le groupe EIGS actif dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, est dirigé par Adnan Abou Walid Sahraoui, un transfuge d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a aussi co-dirigé le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, un groupe islamiste malien. Les commandos français ont découvert que 2 civils, une femme et un adolescent, avaient également été tués et qu'un membre du groupe terroriste ainsi que 2 autres civils avaient été blessés, a ajouté l'état-major. Une investigation est en cours pour déterminer comment des civils ont été atteints lors de cette frappe, a-t-on annoncé. Quelques 4000 soldats français sont déployés sur 5 pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad, dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Pour rappel, l'EIGS a revendiqué une série d'attaques, notamment celle qui a coûté la vie à 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens en octobre 2017 au Niger. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a réagi au tweet du président américain Donald Trump critiquant la réforme agraire en Afrique du Sud. C'était au cours d'un entretien accordé à nos confrères de l'agence France-Presse. Voici le compte rendu. Le locataire de la Maison-Blanche a suscité la polémique en Afrique du Sud après un tweet dans lequel il critique la réforme agraire dans le pays. Dans son message, Donald Trump demandait au secrétaire d'État américain d'étudier de près les saisies de terres et de fermes, les expropriations et les meurtres de grande ampleur de fermiers en Afrique du Sud, assurant que le gouvernement sud-africain saisit actuellement des terres appartenant aux fermiers blancs. Des propos déplorés par les autorités sud-africaines. Il est inscrit dans notre Constitution que nous devons redistribuer la terre. Il est inscrit dans notre programme que nous allons redistribuer la terre à ceux qui la travaillent et que ceux qui travaillent la terre la posséderont et que ceux dont les terres ont été saisies récupéreront une partie de leurs terres dans la mesure du possible. La réforme agraire lancée par Cyril Ramaphosa vise à rectifier les déséquilibres fonciers en Afrique du Sud où la minorité blanche, qui représente 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% seulement aux Noirs qui représentent 80% de la population selon le gouvernement. Pour y remédier, le président sud-africain a notamment décidé d'exproprier des grands fermiers sans les dédommager et souhaitait pour cela amender la Constitution. La discussion est en cours, mais pour l'heure, contrairement aux affirmations du président américain, le projet n'est pas encore en phase pratique. Faute d'obtenir des avancées suffisantes en matière d'environnement, le populaire ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé sa démission ce mardi. Une sortie du gouvernement qui constitue un coup dur pour le président Macron, dont il était une recrue majeure. Voici le reportage. Je prends la décision de quitter le gouvernement, a déclaré Nicolas Hulot lors d'une interview en direct sur France Inter, après avoir confié qu'il se sentait tout seul à la manœuvre sur les enjeux environnementaux au sein de l'exécutif. Je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Il s'agit d'un coup dur pour le président Emmanuel Macron, qui avait réussi à convaincre le populaire Hulot d'entrer au gouvernement en mai 2017. Cette démission intervient avant une rentrée qui s'annonce difficile pour le chef de l'État, en baisse dans les sondages et secoué cet été par l'affaire Benalla, du nom de son ancien collaborateur accusé de violence lors d'une manifestation. Nicolas Hulot
62 ans, a précisé qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni le Premier ministre Édouard Philippe. Invité sur le plateau de RMC, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a regretté ce départ et rendu hommage au travail accompli par Nicolas Hulot. L'opposition a immédiatement réagi à la démission de Hulot pour tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Pour le chef de file de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, ce départ constitue un vote de censure contre Macron. Hors de l'Afrique toujours, mais cette fois-ci, nous allons nous rendre en Chine, où un journal officiel a rapporté ce lundi qu'un code civil en préparation ne devrait faire aucune référence au contrôle des naissances dans le pays. Tout porte donc à croire que Pékin semble se préparer à supprimer définitivement les restrictions au nombre d'enfants que les couples peuvent avoir après 4 décennies de planning familial drastique. Les précisions, ce sera dans cet élément. Selon des estimations du gouvernement chinois, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou davantage devrait atteindre 487 millions de personnes en 2050, soit 35% de la population contre 241 millions de personnes fin 2017. La population en âge de travailler de 16 à 59 ans a chuté de près de 5,5 millions de personnes l'an dernier, déclinant pour la 6e année consécutive, tombant à 902 millions de personnes, soit 65% de la population totale. Dans ce contexte, le vieillissement accéléré de la population chinoise devient une bombe démographique à retardement pour le géant asiatique qui compte actuellement environ 1,38 milliard d'habitants. Cette situation pousse aujourd'hui Pékin à envisager la suppression de la limitation des naissances. À en croire un article paru dans le quotidien juridique officiel de Pékin, un projet de code civil actuellement en préparation ne mentionne plus aucun contrôle des naissances. Ce texte doit être adopté lors d'un vote en 2020 par l'Assemblée nationale populaire. Affolé par le vieillissement de sa population, le pays avait officiellement abandonné fin 2015 sa politique dite de l'enfant unique. Depuis, tous les couples mariés sont autorisés à avoir un deuxième enfant, mais pas davantage. Avant le changement de politique de 2015, 50 millions de femmes bénéficiaient cependant déjà du droit d'avoir 2 enfants en raison de plusieurs exceptions accordées aux minorités ethniques, aux familles rurales dont le premier enfant était une fille, ainsi que, plus récemment, aux couples dont au moins un membre était enfant unique. Mais la nouvelle loi peine à porter ses fruits, le nombre de naissances ayant chuté en 2017. Nombreux sont les couples chinois qui rechignent aujourd'hui à avoir un second enfant en raison de l'envol des prix immobiliers et des coûts de l'éducation, ainsi que l'impact sur leur carrière professionnelle. Voilà, c'est sur ces images de la Chine que s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt et au revoir.